Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Les discours littéraires à la lumière de l'articulation entre genre sexué et discours rapportés. Juan Manuel López Munoz, Université de Cadiz, Sophie Marnet, Université d'Oxford, Laurence Rosier, Université libre de Bruxelles. Françoise Sulletnylander, Université de Stockholm, Malin Rothman, Université de Stockholm. Du 14 au 16 juin 2014, la faculté de lettres de l'Université de Stockholm a accueilli le 5e congrès CIDI intitulé « Rapporter et être rapporté une affaire de genre ?» Le but de cette rencontre scientifique était de convoquer autour de la dynamique entre genre sexué et discours rapporté des chercheurs provenant de contrées géographiques différentes et de domaines disciplinaires très divers parmi lesquels l'analyse du discours, la linguistique textuelle, la sociolinguistique et les recherches menées dans le cadre des gender studies et de la théorie queer. De la cinquantaine de communications et séances plénières du Congrès, on a retenu pour le présent recueil 14 contributions constituant un ensemble cohérent, dans la mesure où elles ont en commun le fait de croiser l'étude de la relation entre discours rapporté et genre sexué à l'analyse de l'écriture littéraire. Pour essayer de mieux appréhender le rapport trouble entre ces trois paramètres, sexué, linguistique et littéraire, encore si peu ou mal connus de nos jours, ce volume est organisé autour de deux axes, selon l'influence accordée au genre sexué dans la constitution des genres littéraires ou dans la construction du réseau polyphonique des voix féminines et masculines dans les textes littéraires. 1. Les genres littéraires sexués. Dans la première partie, les articles réunis examinent et actualisent la question de la relation entre genre sexué et genre littéraire, par le biais de l'analyse de la pratique du discours rapporté dans des corpus littéraires variés, ainsi que de l'étude polyphonique des métadiscours et des discours métalittéraires, depuis la parole qui se détourne ici et là du champ fictif pour s'interroger sur l'acte même d'écriture jusqu'aux notices historiques et préfaces d'œuvres littéraires. Empruntant aux études sociolinguistiques les notions d'effacement et de récursivité, Irvine = 2000, l'article de Fabienne Beder analyse les notices historiques des lexicographes, les critiques littéraires des grands auteurs et les préfaces d'œuvres écrites par des écrivaines pour comprendre comment une littérature sexuée, au discours hégémonique foncièrement masculin est construite progressivement, parallèlement à la sexuation des relations sociales et des institutions culturelles. Sedman 1996, Woodbine 1999. Dans cette analyse des discours circulant sur la femme auteure, Beder privilégie notamment le domaine lexical, les structures syntaxiques choisies et la valeur axiologique de ces discours. Au-delà des questions purement linguistiques et discursives, cet article défend la nécessité d'une mise à jour des représentations discursives en vue de la déconstruction des genres et des sexes. Également dans le cadre des gender studies, l'article d'Ager et Larem présente une lecture du carnet d'or de Doris Lessing à la lumière de la théorie butlérienne de la performativité du genre, Butler 1990. L'examen de ce récit hybride et éclaté, parsemé de considérations de l'auteur sur son écriture, sert à illustrer comment le féminin intervient dans la construction de nouveaux genres littéraires via la déconstruction des genres dominants, et peut ainsi, indirectement, favoriser la déconstruction des modalités de rapport de parole. Marion Collat-Blaise vient à l'appui de cette argumentation dans son étude énonciative et pragmatique de l'amour, la Fantasia d'Asia Djebar. L'hypothèse ici défendue est que dans ce roman, la narratrice, à travers son discours autobiographique, offre en spectacle l'éthos d'une femme attentive à son propre discours autant qu'à celui de ses personnages féminins. À cet effet, sont analysés les choix de l'écrivaine en matière du discours rapporté. Ces données révèlent une préférence marquée pour les formes libres et hybrides du discours direct lorsqu'il s'agit de rapporter la parole des femmes, y compris la sienne propre. À travers ces formes, l'écriture femme, Didier 1981, acquiert, selon Collat-Blaise, une dimension réflexive autonymique, faisant ressortir le silence imposé par la culture patriarcale dominante. L'étude d'Hélène Barthelmep sur le quatuor algérien d'Asia Djebar abonde dans le même sens, mais dans une perspective discursive. Sa démarche consiste à confirmer la valeur accordée à la pratique du discours rapporté dans le positionnement identitaire de la narratrice, de chaque narratrice, en tant que femme singulière vis-à-vis, ou plutôt en relation avec d'autres femmes,
dans le contexte socioculturel algérien à dominance masculine. Changeant de contexte socioculturel et de genre littéraire, et partant de la prémisse que le théâtre participe de la problématique du discours représenté dans la mesure où il s'agit d'une double énonciation. Une énonciation cadre, celle de la pièce Les Précieuses Ridicules qui va de l'auteur au spectateur, et des énonciations entre personnages. L'article de Dominique Magnaud analyse l'interaction constitutive entre la représentation de la parole féminine et la question même de la représentation théâtrale. Les données présentées montrent comment, dans cette comédie, le féminin est mis au service de l'énonciation théâtrale davantage qu'à celui de la dénonciation d'un réel socio-langagier. Le dernier article de cette première partie s'intéresse à la question de la féminisation de la parole masculine à partir d'un corpus diversifié des textes du XVIe siècle, satire, pamphlets, comédies, dialogues, ayant pour cible des courtisans italiens parlant un français considéré comme étant affecté voire efféminé par opposition à la parole virile des Français. L'objectif principal du travail de Jana Grinspun est de mettre en évidence l'absence des formes du discours rapporté, lorsqu'il s'agit de représenter cette parole masculine déviante. La présence nulle de la dimension verbale de l'efféminité se devrait, selon cet auteur, au caractère foncièrement masculin, critique et diffamateur du genre des textes analysés. 2. Du docteur sexué. Dans la deuxième partie du présent volume, les contributeurs et contributrices s'interrogent sur la productivité, voire la pertinence, du paramètre sexuel dans la construction discursive des voix et des points de vue dans la fiction littéraire, en fonction de conditionnements variables selon les époques, les cultures et les institutions. Ici, les conclusions ne semblent pas unanimes sur la question, depuis les travaux qui défendent l'idée que le genre sexué n'impacte pas la manière de rapporter les paroles d'autrui, mais détermine éventuellement le rôle même du narrateur, en fonction notamment de la nature des faits à rapporter, Joseph Adjeano, les effets pragmatiques des paroles rapportées sur le locuteur-rapporteur, André Leblanc, ou encore la pluralité socioculturelle des énonciateurs, Isabelle Duarte, jusqu'à ceux dont les démarches, au contraire, consistent à confirmer le recours à des pratiques distinctives lorsqu'il s'agit d'accorder le droit à la parole à l'autre sexe, Sylvain Dournel, Isabelle Lachance, et de rapporter celle-ci, Christine Copy, Grégoire Lacaze, Anne-Marie Paillet. L'étude énonciative proposée par Joseph Adjeano fait ressortir l'absence de rapporteurs féminins dans l'ensemble de la production romanesque d'Amadou Kourouma. Cette absence se devrait, selon lui, au fait que les événements qui y sont rapportés ne concernent que des domaines réservés aux hommes, notamment le pouvoir et la guerre. Une même relation entre genre et nature des faits rapportés est défendue par André Leblanc, dont l'étude énonciative sur Adolphe de Benjamin Constant met aussi l'accent sur les effets que la parole du personnage féminin a sur les états d'âme du narrateur. Dans le même cadre des théories énonciatives, l'étude menée par Isabelle Duarte sur un choix de romans portugais du XIXe siècle à nos jours montre comment le genre du narrateur est en rapport direct avec la pluralité des genres et des classes sociales du tissu polyphonique des textes, les écrivaines donnant plus souvent la parole à des personnages marginaux ou peu entendus, dont des personnages féminins. Sylvain Dournel, partant de l'analyse des œuvres poétiques de Saint John Perse, comme Isabelle Lachance dans son étude d'un corpus de voyages de découverte des XVIe et XVIIe siècles sont des apostrophes. Accord pour signaler que la faible présence des voix de femmes dans ces textes, soit représentée sous la forme éventuelle de discours narrativisés, dans le premier cas, soit uniquement décrites dans leur matérialité phonique et paraverbale, dans le deuxième cas, remplit, malgré la nature discursive diverse des textes analysés et le décalage culturel et chronologique, une même valeur de confirmation argumentative de la supériorité masculine occidentale. Christine Copy analyse les romans sentimentaux de la collection Harlequin en anglais, dans le cadre de la théorie des opérations énonciatives. Concernant l'agencement des formes du discours rapporté, cette étude met en évidence certaines différences, tant au niveau quantitatif que qualitatif, dans le traitement du féminin et du masculin. Ces différences sont interprétées ici comme participant à la construction d'un paradigme féminin de la narration, dans le but de créer l'illusion d'un univers féminin prépondérant. À la suite de Sorn et Henley 1975 et de Gadet 2001, Grégoire Lacaze montre dans son étude de Speak de Laurie H. Anderson comment la narratrice distingue, au moyen de l'agencement des formes du discours rapporté,
sa propre voix ou celle de ses égales, de la voix des personnages masculins et féminins qui adoptent des attitudes et activités prescrites par la société patriarcale. Le dernier article de ce recueil présente une étude comparative des formes du dialogisme épistolaire au XVIIIe siècle, chez deux auteurs de sexes différents, Crébillon et Madame Riccoboni. Anne-Marie Paillet y fait l'hypothèse de deux pôles. Un pôle masculin correspondant au discours narrativisé qui tend à aller au signifié, l'autre féminin, celui des formes hybrides, du discours direct et de l'autonymie, s'attachant aux détails du signifiant. Ce volume collectif propose donc une riche réflexion sur la diversité des pratiques littéraires liées à la question du genre sexué, par rapport à la construction du tissu des voix dans les textes. Il fait partie d'une triple publication issue du 5e Congrès international CIDI, coude à coude avec un numéro spécial de la revue Le Discours et la langue consacré à cette même question en contexte du français médiéval, à paraître, ainsi qu'avec un livre collectif paru en 2014 aux presses de L'. Université de Stockholm sous le titre « Discours rapportés, genre S et médias », 2014, édité par Françoise Sully-Nylander, Malin Roithman, Juan Manuel Lopez Munoz, Sophie Marnette et Laurence Rosier. Bibliographie. Butler, J. 1990, Gender Trouble, Feminism and the Subversion of Identity, New York, Routledge. Didier, B. 1981, L'écriture femme, Paris, PUF. Gadet, F. 2001. Préface Ian Armstrong, C. Beauvois et Kabitching, accent aigu DS, La langue française au féminin, Le sexe et le genre affectent-ils la variation linguistique, Paris l'Harmattan, 7-9. Houdbin à Monsieur 1999, Femme, langue, féminisation, Nouvelle question féministe, 21, 22-52. Irvine, J. Esperluegal, S. 2000. Language Ideology and Linguistic Differentiation in Cross-Criti ed. Regime of Languages, Ideology, Polities and Identities, Santa Fe, New Mexico School of American Research, 35-83. Neshi, C. 1992, La femme mode d'emploi. Balzac, De la physiologie du mariage à la comédie humaine, Nicholasville, Kentucky, French Forum Publishers. Sedman, S. 1996, Queer Theory Sociology, Cambridge, Blackwell Publishers. Sorn, B. Esperluet Henley, N. 1975, Difference and Dominance, en Overview of Language, Gender and Society, in B. Sorn et N. Henley ed. Language and Sex, Difference and Dominance, Raleigh, Massachusetts, Newbury House, 5-42. De la NONNOBLESSE de plume, ou de la construction de la FEMMEAUTEUR, dans le discours sur les écrivaines, un SEXOLECTE allocentré. Fabienne Baider, Université de Chypre. She didn't write it. She wrote it, but she shouldn't have. It's political, sexual, masculine, feminist. She wrote it, but look what she wrote about. The bedroom, the kitchen, her family. Other women. She wrote it, but she isn't really an artist and it isn't really her. It's a thriller, a romance, a children's book. It's sci-fi. She wrote it, but she had help. Robert Browning, Branwell Bronte. Her own masculine side. She wrote it, but she's an anomaly, Wolf. With Leonard's help. She wrote it, but. Russe 1983/45. Introduction. Cette citation illustre le topo femme-auteur, discuté dans cet article. L'ensemble des énoncés génériques qui construisent ce topo, Anscombre 2001, décrivent l'être humain féminin comme ne pouvant appartenir à la catégorie plus petit que auteur plus grand que, comme l'illustre de manière magistrale l'ouvrage de Russe, 1983. De fait, peu d'écrivaines sont reconnues comme telles dans le discours définissant le canon, et restent des incidents dans la sélection des faits saillants de l'histoire littéraire. De plus, si elles l'ont été à un moment ou à un autre, Christine de Pisan par exemple, elles se sont égarées parfois temporairement, parfois pour toujours sur la route de la dissémination, confère R. Bennett et Seirido 2011. Empruntant aux études sociolinguistiques les concepts d'icônisation, d'effacement et de récursivité, Irvine égale 2000, nous proposons de déconstruire le discours des lexicographes et des préfaciers pour comprendre comment est mis en place et maintenu ce discours hégémonique qui construit les écrivaines comme des auteurs mineurs, si elles sont reconnues même comme auteurs. De fait, une femme qui écrit gêne des frontières identitaires clairement établies.
En effet, le mot composé femme-auteur est le signifiant d'une identité aussi construite comme hybride car issue des deux catégories femme et auteur. Catégories contradictoires car elles sont considérées et construites comme antinomiques par le discours dominant. Le Duff 1998, Michard 2003, Beder 2004. Ainsi nous ne trouvons pas le syntagme parallèle de homme-auteur, la fonction d'écrivain allant de soi pour l'être humain mâle et le prestige étant contenu dans le masculin grammatical, Michard 2003. Un effort de recatégorisation est alors mis en œuvre pour appréhender cette entité double, effort qui se traduit par des effacements des succès littéraires féminins, ou des stratégies de nivellement par le bas si nous en croyons la citation de Russe mise en exergue à ce travail. Dans cette analyse des discours circulant sur la femme auteur, nous privilégierons notamment le domaine lexical, les structures syntaxiques choisies et la valeur axiologique de ces discours. Notre démonstration se fait à la lumière d'un corpus composé des commentaires sur les auteurs dans les notices historiques de plusieurs dictionnaires historiques, et d'un corpus de critiques littéraires des grands auteurs, Sauvé 2000 notamment, où sont développés ces concepts et tactiques. 1. Une longue absence. 1.1 Approche sociolinguistique. Les études antérieures, Beder 2007, 2009, consacrées au pêle-mêle des notices historiques lexicographiques ont suggéré qu'un apparent manque de rigueur dans les principes éditoriaux lors de la rédaction de ces notices expliquerait le témoignage partial et partiel de la créativité lexicale de certains auteurs ES. À la lumière de nouveaux corpus, nous développons cette thèse et ancrons notre raisonnement dans l'identification des 3 étapes essentielles à la mise en place et au maintien du discours hégémonique selon Irvine Egal, 2000. L'iconisation, l'effacement et la récursivité. Le premier processus, l'iconisation, iconization, implique la création d'une relation sémiotique entre phénomène ou trait linguistique et l'image sociale qui leur est associée. Une qualité stéréotype associée à l'image sociale d'un groupe ou d'un individu sera projetée dans l'analyse des productions linguistiques de ce même groupe. Pour exemple, les mots inventés par les femmes semblent appartenir à des catégories marginales ou marginalisées, en particulier peu courants, etc., sans pour cela appartenir à la prestigieuse catégorie des apax ou mots d'auteur. La récursivité fractale, fractal recursivity, rebaptisée récursivité, implique la projection de cette relation sémiotique à tous les niveaux. Ainsi, si nous prenons le discours lexicographique, nous retrouvons cette iconisation récursive dans la macrostructure ou nomenclature, assignation des mots inventés à d'autres auteurs, et dans la microstructure, les citations choisies rarement provenant d'écrivaines. L'effacement, erasure, est le processus selon lequel le champ sociolinguistique est simplifié afin d'occulter des personnes ou des signes qui ne correspondent pas au schème de l'iconisation. Soit ces phénomènes ne sont pas notés, soit ils sont expliqués de telle manière qu'ils perdent leur signification. Ainsi le nom de Christine de Pisan est effacé de la rubrique historique qui décrivait certains des mots inventés par l'auteur, le remplaçant par une date, 1495, confinant ainsi le rôle de l'écrivaine dans l'histoire des mots à un rôle marginal. D'autres études consacrées au discours historique ont critiqué l'effacement systématique des œuvres des femmes auteurs, de la mémoire littéraire, effacement qui fait partie de l'habitus de l'historien quant à la contribution des femmes, Thébault 2007. Les travaux de Hoth 2011 sur la critique d'art sont aussi édifiants à cet égard. Le concept de ce qu'est l'art est pensé par les hommes et ainsi les règles du jeu d'eux-mêmes. Ces règles structurent la profession et créent un plafond de verre dans le domaine, monopole masculin des revues, réputation obtenue selon des normes masculines, etc. Cela est aussi vrai dans le domaine des critiques littéraires comme l'illustre la section suivante. 1.2 Une historiographie du silence. L'historiographie des femmes auteurs serait en effet une longue historiographie du silence, Perrault 1998, Lasserre 2011. Ce constat est reconnu par la plupart des spécialistes, l'histoire littéraire s'étant constituée autour d'une conception de la littérature résolument masculine. Cette non-reconnaissance et ces oublis ne sont pas un hasard. Au contraire, ils confortent la théorie de Michel Le Duff, 1998. Selon celle-ci, l'exclusion des femmes du domaine du savoir a été systématique depuis les premiers textes philosophiques. L'idée, par exemple, que les femmes ont une manière différente, de la norme masculine, de comprendre, et qui plus est que cette différence serait basée sur l'intuition féminine alors que la raison est censée soir aux hommes,
jalonne les discours des plus grands philosophes et minore toute production scientifique ou artistique des femmes. Difficile alors pour celles-ci d'obtenir la sanction autorisée de la communauté de leur père. Saint Jacques 1993/75. De fait, la littérature étant avant tout réception, ce sont les énonciateurs métalangagiers qui, à travers leurs discours, leurs jugements et leurs critiques, transforment en auteur et en œuvre un nom et un livre. L'exclusion systématique des femmes semble donc faire partie des communautés de pratique du monde des critiques et des historiens de la langue et de la littérature, confère. Saint Jacques et Viala 1994, Lave et Wenger 1991, Wenger 1998, Eckert et McConnell-Ginet 1992 pour l'expression et concept communauté de pratique. Le lien étroit entre le discours écrit et le pouvoir, russe 1983, X expliquerait la quasi-exclusion des auteurs femmes des anthologies littéraires. De plus, l'absence des femmes dans la littérature dite majeure, russe 1983, Miller 1994, Planté 1989, Sauvé 2000, serait le résultat de stratégies socialement orchestrées pour ignorer, condamner ou diminuer les travaux qui en résultent. Ainsi les personnes qui ne devraient pas écrire si elles le font de toute manière mal. Russe 1983/48. 1.3 Différenciation et évaluation dans le discours. Comme nous l'avons rappelé antérieurement, la dualité entre l'intuition et le raisonnement, qui a commencé avec Rousseau, a été inventée puis projetée sur la dualité des sexes, ainsi Hegel, confère. Le Duff 1998 pour la démonstration. De fait, l'intuition fait partie du fantasme idéologique quant au savoir et à l'intellect féminin, fantasme lourd de conséquences sociales car il règle les rapports entre le savoir et le sexe, entre l'intellectualité et la sexualité. Planté 1989/17 avait ainsi observé que le personnage de la femme auteure en particulier, construit à travers des actes de langage comme un fantasme idéologique et historiquement situé, permettait d'interroger et de comprendre les présupposés et les enjeux plus généraux et ahistoriques qui investissent les relations des hommes et des femmes. Les enjeux sont donc de taille. Il n'est alors pas suffisant d'établir que la pensée serait aussi femme. Il faut aussi déconstruire et dénoncer comment est créée et recréée sans cesse la clôture masculine du savoir, cette clôture faisant obstacle à la liberté de connaître, à l'exercice critique de la liberté de penser, que ce soit d'ailleurs pour les femmes que pour les hommes, puisque le système patriarcal n'est pas plus tendre pour les êtres masculins qui ne remplissent pas les critères établis. Le Duff 1998. Notre étude, à partir de l'analyse des discours circulant autour de ce fantasme, écrits des lexicographes, des préfaciers et des critiques, démontre comment l'hybridité du signifiant, femme-auteur, se prolonge dans la compréhension et la construction du signifié pour en faire une différence, un écart avec la norme, un autre. Un être queer confère notre section 4. Cette catégorie hybride est d'abord une identité de sexe, femme-auteur. Ainsi le fait de désigner les écrivaines par leur sexe, femme-auteur, et donc de les placer immédiatement dans une catégorie sexuée, femme, a eu pour conséquence la focalisation sur leur rôle potentiel de mère, d'épouse ou de maîtresse, les femmes étant avant tout considérées dans et par leur fonction de reproduction, confèrent les travaux sur le concept femme de Bojo et Lehmann 1979, Benamou 1986, Michard 2003, Beder 2004. Toute identité de sexe s'accomplit de manière performative. En effet, selon Butler, 1990, et la vision postmoderne en général de la sexualité, la catégorie de genre et celle de sexe sont déconstruits et ne peuvent exister qu'en tant que résultat d'actes performatifs qui les créent. Butler 1990/25. Cet élément sexuel enferme dans le monde de la reproduction même quand celle-ci n'est pas prise au sens littéral. Ainsi elle imite un confrère, elle a fait écrire l'œuvre par son frère, son père, etc. Et permet ainsi d'éloigner l'écrivaine du champ de la créativité comme nous le verrons dans l'analyse de notre corpus. 2. Corpus, méthodologie et analyse. Afin d'identifier les actes performatifs indispensables à la création de la catégorie sexuée femme-auteur, nous nous limitons à la série d'actes de langage, affirmer, nier, qualifier, réduire, complimenter, etc., contenus dans les discours circulant sur ces auteurs, discours qui généralisent, effacent ou dénigrent l'appartenance à la catégorie de auteur, personne qui écrit avec talent, pour les resituer dans la catégorie de femme qui écrit.
2.1 Les données. Notre corpus se compose des énoncés composant les notices historiques des dictionnaires historiques les plus connus, et du discours de préfacier. Un ensemble de données qui comprend les notices historiques et les nomenclatures, le littré, le trésor de la langue française informatisée et le Robert historique, se focalisant sur la manière dont les attestations de création lexicale de la part de grands néologues écrivant à la même époque, Christine de Pisan et Aurème, Rabelais et Marguerite de Navarre, Beder 2007 et 2009, les notices du TLFI pour Madame de Sévigné, Madame de Staël, Georges Sand et Colette. Un ensemble de 210 préfaces allographes, c'est-à-dire écrites par quelqu'un d'autre que l'auteur, à des œuvres littéraires du XIXe siècle, de 1803 à 1899. 171 sont des préfaces à des œuvres de femmes. Ces textes font partie du corpus de l'étude de Sauvé, 2000, étude consacrée au discours préfaciel des œuvres de femmes. Elle révèle que les métaphores et le lexique dans ces préfaces apparaissent en contexte minorant, et la constitution du scripteur en auteur, au sens foucaldien du terme, est refusée aux femmes. Ces textes deviennent ainsi très vite des condensés d'idéologie, où l'autorité des préfaciers, très peu de préfacières et elles ne sont pas plus tendres que les hommes envers leurs collègues féminines, et leur sensibilité aux critiques précédentes des œuvres qu'ils présentent, construisent plus l'identité de l'œuvre que l'ouvrage per se, niant à la femme auteur, l'individualité, la capacité de création d'une œuvre originale et cohérente, et bien sûr le génie comme l'illustrent les sections suivantes. 2.2 Méthodologie, analyse de discours, construction d'une identité. Ces deux corpus appartiennent au genre institutionnel, et doivent donc suivre des conventions assez contraignantes. Par institution on n'entendra pas seulement ces structures exemplaires que sont l'armée ou l'Église, mais plus largement, tout dispositif qui délimite l'exercice de la fonction énonciative. Magno 1991/18, nos italiques. Nous cherchons à dégager le dispositif mentionné ci-dessus, les traits d'un modèle discursif et cognitif propre à la communauté des lexicographes et des critiques littéraires, que sont bien souvent les préfaciers. Ayant comme fil conducteur de notre analyse de discours les trois étapes du discours idéologique telles que pensées par Irvine et Gall, les trois configurations iconisation, récursivité et effacement, nous dégageons de ces données un ensemble de traits qui forment une configuration, celle des conditions à remplir pour être reconnu comme auteur, c'est-à-dire comme pouvant appartenir au canon littéraire. En effet, si les énoncés pris en compte dans nos corpus définissent dans l'espace social une certaine identité énonciatrice historiquement circonscriptible, Magno 1991/18, ils définissent aussi une certaine identité énoncée et historiquement déterminée. C'est cette dernière qui nous intéresse. Quelle identité des femmes auteurs est construite à travers la somme des énoncés qui sont censés juger leurs écrits, mais qui dérivent très vite vers des attaques ad personam? Il faut aussi garder en mémoire, et nous y reviendrons dans notre analyse, que ces modes d'énonciation sont relativement stables et possèdent une valeur pour une collectivité. Ils sont associés à une convention partagée qu'ils suscitent et renforcent. Magno 1991/17. En effet, les sujets parlants ou lisants doivent restituer des connaissances, des savoirs, des catégories pour construire le sens de ces énoncés. Auger et Olivier Yaniv 2003/133. Ainsi la citation suivante. Toutes les femmes qui en France sont devenues des hommes de lettres depuis Madame de Sévigné jusqu'à Madame Sand ont obéi à l'emportement de leurs plumes, ou C 1880/9-10. Sera plus facilement acceptée, acceptable et comprise dans une société où les émotions sont d'une part associées à l'irrationnel, et donc à éviter, et d'autre part que les êtres féminins sont connus pour être émotifs, en tous les cas plus que les hommes. Dans le cas des écrivaines, toutes les femmes, devenues des hommes de lettres ont été victimes de leurs états affectifs et c'est une conséquence fâcheuse. On peut aussi remarquer la juxtaposition de deux entités antinomiques, femmes et hommes de lettres, qui annoncent l'hybridité si ce n'est la monstruosité des femmes qui choisissent d'écrire. Le verbe obéir qui enlève tout contrôle aux femmes de lettres qui, au contraire de manier la plume, sont manipulées par celle-ci par l'intermédiaire des émotions. Les récurrences lexicales et syntaxiques dans ces discours montrent que ce ne sont pas des choix dus au hasard, ni le fait d'individus isolés, mais bien la marque du discours type sur les femmes de lettres,
un habitus langagier prototypique des discours d'autorité détenant le capital culturel et symbolique, Bourdieu 1982. 3. Les notices historiques, de la marginalisation des femmes, auteur. 3.1 Parthénogénèse. L'effacement de l'agentivité de l'être humain féminin a été l'objet des travaux en sémantique de Michard, 1988-2003, travaux consacrés au discours d'anthropologues et de linguistes. Ces travaux avaient mis au jour les pratiques discursives employées, qui naturalisent des fonctions sociales différentes selon les sexes et se répercutant sur les choix lexicaux et syntaxiques permettant de déclasser les femmes ontologiquement et les poser entre la catégorie animée et la catégorie inanimée. Ainsi des formules impersonnelles, les portes s'ouvrent aux femmes dans une certaine profession, l'emploi de nominalisation orientant la lecture vers le résultat, l'accession des femmes, gomme les actions qui ont été nécessaires pour obtenir cet accès à la profession, et par là même le rôle d'agent des femmes qui ont lutté pour cet accès, Michard 2003 sur 147. De même, notre étude systématique des néologismes répertoriés dans les dictionnaires historiques dans les cas de Marguerite de Navarre et Christine de Pisan, d'une part, et de Orem et Rabelais d'autre part, pour rester dans des époques similaires, avait établi un traitement discriminatoire. Ainsi l'acte créateur et la paternité directe des attestations sont explicites pour les auteurs dits de génie tels que Rabelais, Rousseau, etc. Lors de la présentation de nombreux néologismes d'un auteur masculin est reconnu l'emploi de verbes, tels que x-forgei, tout le paradigme de la créativité est mis en œuvre, créer, recommander, employer, affectionner, etc. Beder 2007 et 2009 pour des chiffres et des exemples précis. Les auteurs qui ont donc voix au chapitre forment l'ensemble du canon littéraire qui participe à cette histoire des mots. Gautier, Flaubert-Goncourt, Huysmans, Valéry, Hugo, Chateaubriand, Balzac, Verlaine, etc. Très peu de femmes ont droit de citer. Le nom de Madame de Staël avait été repéré pour son usage de la construction décidée que, ainsi que Madame de Sévigné pour de rares emplois, enfin George Sand et Colette pour leur époque respective. Des femmes alibi en quelque sorte, des femmes token. En revanche et en général, les mots inventés par les auteurs se créent, se développent, se multiplient, se dérivent, se répandent, de même. Des formules impersonnelles permettent aussi de masquer le rôle des écrivaines dans la création d'une nouvelle acception. On emploie, on a préféré, l'usage où le français contemporain préfère, etc. Ces formules virtualisant le rôle des néologues femmes, le mot devient le produit d'une autogestation que nous avons alors appelée parthénogénèse. La valeur symbolique masculine contenue dans le mot paternité se trouve ainsi concrétisée dans la syntaxe. Rabelais crée une acception nouvelle pour les mots en bage. Il est à l'origine d'un emploi métaphorique de ballon. La formule en bref de Christine de Pisan s'impose et l'adjectif incirconscriptible de la même auteure se dérive, Beder 2009. Nous avions alors conclu à l'impossibilité de concevoir la femme comme créatrice. Cette iconisation négative expliquant des procédés discursifs qui avaient pour conséquence l'échec de la mise en place d'une véritable tradition étymologique féminine. 3.2 Homicide. Le deuxième phénomène identifié dans ces notices était celui que nous avons baptisé homicide, c'est-à-dire un homicide par omission. C'est le cas lorsqu'une date remplace le nom de l'auteur par exemple. Ainsi est accomplie la disparition quasi totale de l'acte créateur, Beder 2009, et cela plus fréquemment pour les auteurs femmes que pour les auteurs hommes faisant partie de notre étude. Nous avions aussi observé que la présence de mots d'auteur ou apax, dans la nomenclature ou macrostructure du dictionnaire, authentifiait l'iconisation du nom d'un auteur avec celui de génie, célébrant sa créativité, création, originalité, etc. Les emplois singuliers trouvés dans les œuvres de Rabelais et d'Orem étaient mentionnés 28 fois plus souvent que ceux trouvés chez Christine de Pisan, pourtant connue pour son emploi idiosyncrasique de la langue et sa créativité lexicale. Tant que ces apax restent dans la nomenclature, ils font officiellement partie de l'histoire de la langue et sont à la disposition des auteurs ultérieurs pour des emplois originaux. Les emplois idiosyncrasiques non répertoriés sont voués à l'oubli. Enfin, l'usage des citations d'un auteur comme prototypique de son époque dans la microstructure de l'article permet l'iconisation du nom de l'auteur avec l'esprit de son siècle, l'élevant à la généricité ou à l'universel,
En effet, le choix de citations présentées dans la microstructure est censé représenter un siècle ou un style. D'après notre étude, les citations des écrivaines remplissent difficilement la fonction d'exemple typique d'un style ou d'une époque. Ainsi, les citations de Christine de Pisan et de Marguerite de Navarre ne figurent pratiquement jamais comme exemples-hommes. Au contraire, l'œuvre de Rabelais joue un rôle diversifié qui le consacre comme autorité en matière de style ou de néologie. À l'issue de ce travail, force était de constater que le féminin, catégorie décidée comme marquée en grammaire depuis Vaugelas, semblait l'être aussi en discours lexicographique, les citations tirées de textes d'écrivains femmes ne pouvant représenter l'espèce, leurs mots d'auteur n'ayant pas leur place dans la nomenclature et leurs noms étant relégués à une place secondaire tant que faire se peut. Les anthologies littéraires attestent les mêmes oublis ou sélections abusives pratiquées dans ce discours lexicographique. Parmi les romanciers du XVIIIe siècle dans la Pléiade, Étiamble cite Séance de Meilhan, ou Cazotte mais oublie Madame de Riccoboni, Madame de Tencin et Madame de Graffigny. L'anthologie d'Artaud, en 1984, ne mentionne aucun nom de femme dans sa table des matières, sauf celui de Madame de Staël, qui est relégué dans la rubrique Benjamin Constant et le groupe de Coppet, Miller 1994/65. Sauvé a relevé dans les préfaces des œuvres littéraires pratiquement 2 fois plus de citations pour présenter les œuvres littéraires des auteurs masculins que pour présenter celles des auteurs féminins. Le parallèle entre les stratégies d'effacement effectif ou symbolique attestées dans les discours lexicographiques et les discours préfaciés est encore plus troublant, comme nous le montrons dans la section suivante. 4. Corpus de préfaces et de critiques littéraires, le sous-canon littéraire. It betray a corruption of the instinct quite apart from the fact that it betray bad taste. When a woman adduce Madame Roland or Madame de Staël or Monsieur George Sand, of all people, if they proved anything in favor of women as such. Among men, these 3 are the 3 comical women as such nothing more, and precisely the best involuntary counter-argument against emancipation and feminine vainglory. Nietzsche cite par Rossac 1969/5, Nos Italiques. Cette citation d'un philosophe de renom concernant les femmes auteurs est en tout point conforme aux conclusions de notre analyse et des analyses antérieures des préfaces et des critiques. Les 3 noms cités, Madame Roland dans une moindre mesure, mais certainement Madame de Staël et Monsieur George Sand, sont effectivement les femmes, alibis les plus fréquemment employés dans les notices historiques. Les critiques acerbes de Nietzsche correspondent aussi aux 2 domaines de notre analyse ci-après sur les discours circulant sur les femmes auteurs. Présenter certaines auteurs femmes pour valider l'égalité des sexes est d'abord un acte contre nature, a corruption of the instinct, et ensuite la preuve de ne pas savoir reconnaître la vraie littérature, une preuve de mauvais goût, bad taste. De fait, la nature féminine et les critères de ce qu'est le bon goût sont les 2 leitmotivs arguant contre les femmes auteurs. 4.1 Iconisation en un être hybride. C'est de par sa nature féminine, et par là est entendue sa fonction de reproduction, comme le précise la citation 1, que la femme ne peut éprouver les sentiments des grands auteurs. Créativité et donc écriture sont décidées être incompatibles avec l'essence de la femme 1, et donc toute œuvre d'une auteure est jugée autre. En effet, si par hasard celle-ci écrit, elle devient contre nature, un homme-femme, un monstre bisexué 2. De fait, une telle activité et un tel être sont innommables, indicibles 3, 4 et 5. Comment une créature destinée pour allaiter peut se livrer à des sentiments d'orgueil? La revue des 2 mondes. Presque tous nos bas bleus ont de faux nez et de la moustache, Albert Sim. En vérité, je ne crois pas qu'il y ait dans la langue qui se parle et même dans celle qui s'écrit un nom qui puisse lui convenir. Paul Gasson au sujet de Molène. Cette qualification qui entoure d'une atmosphère d'étrangeté la personne qui en est l'objet, est celle qu'on jette à la femme qui écrit. Louise Megnaud. Comment dire Mademoiselle est auteur. Sylvain Maréchal. Cette nature hybride fait de l'écrivaine un être difficilement stable, 6, qui tombe dans l'extrême, 7. À la fois sérieuse et étourdie, prude et galante, romanesque et positive, dévote et philosophe, aristocrate et libérale, distinguée et vulgaire, séduisante et antipathique, charmante et assommante, l'escure. Un beau génie incompris, un désordre enthousiaste, une exagération hyperbolique et une âme ardente, constant au sujet de Flora Tristan.
Être qui ne peut donc être l'auteur de l'ouvrage qu'elle prétend avoir écrit. C'est en effet une des premières stratégies attestées que de nier que les femmes puissent exhiber la créativité nécessaire pour écrire le livre qui porte leur nom. Très souvent un homme dans leur entourage acquiert la paternité de l'œuvre. En témoignent les suspicions des préfaciers des auteurs au XIXe siècle, pour lesquels la présence d'un homme célèbre dans l'entourage de ces écrivaines mettait en doute l'authenticité de l'œuvre. Planté 1989 in Passim. Ces remises en cause font aussi écho aux réflexions de l'éditeur du manuscrit flamand de la Cité des Dames, Pisan 1475, pour lequel cet ouvrage est si éloquent qu'il doit être l'œuvre d'un homme. Ley et Joldersma 2005, notre soulignement. Toujours dans le cas de Christine de Pisan, cette perception s'était concrétisée dès son époque par le fait que certains préfaciers ont changé le nom de Christine de Pisan en Christinus de Pisis ou d'autres ont réécrit au masculin la préface des Faits d'armes et de chevalerie, œuvre de stratégie militaire de Christine de Pisan, Willard 1984. En résumé, s'il est admis que l'ouvrage est bien l'œuvre d'une femme, comme le rappelle la citation en exergue de cette étude. Soit elle n'aurait pas dû l'écrire car cela la masculinise ou cela ne sied pas à sa vie en tant que femme. Cette attaque ad personam délaisse complètement à l'objet de la critique, l'ouvrage, les idées qu'il contient et le style de celui-ci. Soit le livre n'appartient pas vraiment à un genre défini, et ne peut donc appartenir à la catégorie œuvre. Ces stratégies servent ainsi à créer un sous-canon littéraire auquel appartiennent les femmes auteurs. 4.2 À être hybride, écriture étrange. Un être contre nature ne peut produire que des ouvrages, eux aussi, impossibles à classer. 4.2.1 Le mauvais genre. Dans le discours du TLFI, cela se traduisait par la marginalisation du style des auteurs féminins, ou par des mentions qui restreignent l'usage des mots inventés par les auteurs. Cet usage de marque permet implicitement de créer une hiérarchie. Ainsi le style relevé est-il illustré par une citation de Chateaubriand. Galérius rassemble de toutes les parties du monde, dans les prisons de Saint-Pierre, les chrétiens les plus illustres. Froment des élus, récolte divine qui doit enrichir le bon pasteur. CHATEAUBR, Martyr T. 3 1810 page 109. Rem. Froment est employé dans le vocable agricole ou dans le style relevé. TLFI SV Froment. Alors qu'une citation d'Anne de Noailles est choisie pour illustrer le moqueur, qui souffre, directement en dessous de la remarque que dans certains exemples cœur prend une valeur péjorative, se rapprochant plutôt de sensiblerie. Dans les citations de ce dictionnaire, 80% des œuvres de Colette illustrent des emplois marginalisés ou marginaux, archaïques, vieillis, spécifiques, par extension, etc. Seulement 20% des occurrences de son nom illustrent le sens propre du mot. De même, dans le cas du discours préfacié, le roman est construit comme le domaine féminin par excellence, mais surtout le roman attendrissant. Sentimental, historique ou intime, Sauvé 2000 sur 187. La sentimentalité et la facilité, manque de sérieux, de travail, d'endurance, etc., caractérisent l'écriture des auteurs, qualité qui semble étrangement décrire les auteurs elles-mêmes. De fait, des remarques cinglantes et ironiques expliquent que les œuvres des écrivaines ne font qu'observer l'évidence, ou même se souviennent tout haut, 9 et 10, alors que celles des hommes appartiennent au domaine des idées, 10. Celles qui ont cédé simplement au plaisir de se souvenir tout haut, c'est-à-dire qui sont devenues auteurs. Lescure 1877 sur 5. Le livre d'un homme reproduit d'ordinaire les idées qui dominent son époque. Celui d'une femme en retrace plutôt des formes extérieures, l'attitude, la physionomie. Tastu 1844, I. Ces souvenirs tout haut et ces formes extérieures ne méritent que le qualificatif de sentimental, 11, ou de mièvrerie, 12. Les illusions du cœur et le charme des rêveries solitaires les entretiennent dans de douces contemplations, qui peuvent encore faire vibrer harmonieusement la dernière corde de la lyre, celle des sentiments individuels, Auro 1839, XIV. Il faut être sensible sans être sentimental, étranger aux mièvreries qui trop souvent emprisonnent les plumes féminines dans des détails infinis, nettement 1892, IV. Les écrits féminins appartiennent donc à la catégorie sensiblerie, comme le mot cœur appartenait à Anne de Noailles. Le sentiment universel, lui, est réservé à l'être générique grammaticalement, l'être humain masculin confère. Sauvé 2000.
Ce faisant, les femmes auteurs sont soumises au processus de différenciation qui est à la base de toute évaluation. Lorber 1994/32, Baba 1994/36, leurs œuvres étant comparées à l'aune masculine, et en une mauvaise part qui a des conséquences assez imprévues. Pour exemple, Madame Riccoboni qui était jugée par Grimm, de l'offre citée par Sauvé 2000/48, comme ayant accompli une œuvre très supérieure à celle de Marivaux, et qui fut quelques siècles plus tard, de par les critiques incessantes tout au long des années, accusée par les critiques d'avoir osé imiter Marivaux. Les lettres d'une péruvienne de Françoise de Graffigny, comparées sans cesse aux lettres persanes, ont fini par être attribuées à Montesquieu lui-même dans la préface de Ernestine Parachette, 1853, Sauvé 2000/188. De fait, la femme auteur est d'abord définie par son sexe et ses vicissitudes. Victime de débordements et de sensiblerie confère citation 15. Les adjectifs employés pour qualifier l'écriture ou le style qui devient essentiellement féminin, charmant, élégant, tendre et gracieux, en témoignent les citations 14 à 17. Il y a dans vos vers le rêverie prononce et sérieuse de la femme et par moments la vivacité éblouissante de la jeune fille. Hugo 1839, 7, s'adressant à Clara Francia Mollard. La morale qui se dégage de tous les contes de ce maternel écrivain est toujours pure, instructive, charmante, Méry au sujet de Madame le Prince de Beaumont. On trouve parmi elles des musiciens, des poètes tendres, élégants et gracieux. Roman 1843, XXI. Son talent nous charmera par la variété non moins que par l'élégance et l'éclat des vers. Béloguet 1843, X. Les frontières se brouillent alors. On ne sait plus si c'est la femme ou l'œuvre qui est évaluée. La grâce et la fraîcheur des images, l'expression affectueuse et vive des sentiments du cœur les plus nobles, Nisargard, 7. Les faux compliments deviennent aussi des concessions ainsi, 19. Comment une femme, déjà connue il est vrai, est classée au premier rang des poètes par 2 volumes de belle poésie lyrique, mais personnelle, a-t-elle pu s'élever à ces hauteurs épiques en dehors de toute personnalité. Comme l'avait d'ailleurs remarqué Charlotte Brodt en son temps, 20, les louanges sont en fait des flatteries. Nous remarquions que nos critiques emploient parfois pour châtier l'arme personnelle, et pour récompenser une flatterie qui n'est pas une vraie louange. Ces concessions tournent aussi très vite à des insultes vaguement déguisées, déjà latentes dans la citation 19. Ainsi en 21, les modalités d'énoncé trahissent des jugements appréciatifs proches de la parodie ironique. Le compliment ambigu, moins vieille par l'esprit, est suivi immédiatement d'une formule qui explicite l'insulte puisque le manque de maturité les prévient de vraiment comprendre. Les femmes, moins vieilles que nous par l'esprit, comprennent mal les velléités syllogistiques, Oro 1839, XIV. En 22, les accumulations négatives, monotonie, imitation, accompagnant la métaphore ambiguë muse d'atelier et l'expression aussi ambiguë jeune lingère, dépréciation sociale éventuelle, encadrent pourtant un grand compliment adressé à une auteure de rare mérite, après avoir insulté toutes les autres écrivaines. Cette monotonie, cet esprit d'imitation que j'ai reproché à la plupart de nos muses d'atelier, la jeune lingère de Dijon a précisément le rare mérite de l'avoir évité. Des parallélismes savants contrebalancent toute assertion positive par une autre qui l'est beaucoup moins, de 23 à 25, afin de restreindre tout succès féminin qui en devient sans doute un résultat du hasard. Madame de Saman ne s'en est pas moins affranchie, et de nos jours, cela devient une originalité, tant cette méthode est démodée, Sand 1873, XV. Nous n'avons pas encore vu que sauf le chant, la danse et la peinture en miniature les femmes puissent prétendre à un rang égal à celui des hommes dans la pratique de l'art, Sand 1836/53-54. Jusqu'ici toutes les femmes d'un génie vraiment original ont écrit en prose, Sand 1843, XXI à propos d'une poète. 4.2.2 Le sexe faible. De fait, la femme auteur est d'abord son sexe. Victime de débordements et de sensiblerie confère citation 15. Les adjectifs employés pour qualifier l'écriture ou le style qui devient essentiellement féminin, charmant, élégant, tendre et gracieux, en témoignent dans les citations précédentes. Sauvé avait aussi relevé que la part du biographique était aussi importante dans les discours sur les hommes, mais la différence était la valeur axiologique de cette biographie et le jugement porté sur celle-ci. Ainsi la métaphore de la fécondité n'est-elle pas réservée aux femmes mais dans le cas des hommes auteurs,
ce thème est positif alors que dans le cas des écrivaines cela s'accompagne d'une facilité excessive, notamment pour Sand et Madame de Genlis, confère. Sauvé 2000 sur 120. Planté 1989 sur 15, avait aussi noté plus de considérations d'ordre psychologique et sexuel concernant les écrivaines aux dépens des talents des auteurs. On critique le physique de Sand, ses cigares, le nombre de ses amants, ses origines d'une manière tellement négative que cela affecte la réception de la production littéraire qui en revanche est beaucoup moins discutée. 4.2.3 Un sexolect allocentré. En conclusion de ces réflexions sur la construction de l'identité des écrivaines dans les notices historiques et dans le discours préfacié, nous proposons de considérer ce discours établissant l'autorité. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.